amis et proches, chers finalistes et chers jeunes. En tant que présidente de l'Union PSL, je suis très heureuse de vous accueillir ici ce soir au sein du Palais du Luxembourg pour cette grande finale du concours d'éloquence de l'Université PSL. À la naissance, on monte dans le train et on rencontre ses parents. Au fur et à mesure que le temps passe, d'autres personnes montent dans le train et ils seront importants. Nos amis, notre fratrie et même l'amour de notre vie. Ce voyage en train sera plein de joie, de peine, d'attente, de bonjour, de revoir et d'adieu. Et nous ne savons pas à quelle station nous descendons. Et lorsque nous descendrons, nous ne devons laisser que de beaux souvenirs à ceux qui continuent le voyage. Ces mots ne sont pas les miens. Ils sont tirés d'un poème de Jean d'Ormesson, Le train de la vie, et il finit son poème en remerciant les passagers de son train. Alors oui, ce soir, je veux vous remercier toutes et tous d'être parmi nous. Merci d'être montés dans notre trottoir. L'histoire du moment que nous allons partager commence maintenant, ici, et oui, bien sûr, nous aurions pu vous donner rendez-vous dans un bar à Châtelet, mais avouez-le, l'ambiance n'aurait pas été la même. Non, nous avons choisi de vous donner rendez-vous ici, au Sénat, dans les salons de Beaufranc, parce que nous croyons en l'excellence. Cette excellence qui défie tout et qui transcende, cette excellence qui fait trembler nos cœurs, celle qui fait avancer la recherche et les sciences, celle qui anime encore les sénateurs de notre République. L'excellence qui ose savoir, s'appellerait AOD, ose savoir, telle d'ailleurs la devise de PSL. S'appellerait AOD et non, tout ce que les hommes ont dit de mieux n'a pas été dit en grec. Alors notre épopée commence en août dernier, et elle est le fruit de mois de préparation et de réflexion. Et cette épopée, ce sont aussi 3 phases de sélection qui nous ont menés à vous, chers finalistes, parmi les 70 candidats initialement en lice. Mais reprenons. Au commencement du projet, c'est la quête d'identité qui s'impose. On veut voir grand, on veut du beau, il nous faut un emblème. Cette épopée, c'est donc surtout le récit de la confiance accordée à un groupe de jeunes étudiants balbutiants. Oui, ce soir, c'est sous le haut patronage du sénateur Hervé Marseille que nous avons la chance d'écrire ce morceau de nos histoires. Vous l'aurez compris, nous avons choisi le thème de l'excellence pour retrouver son sens, l'enfermer, la mettre en boîte, la faire entrer dans un carré, dans un carcan. Non, non, bien sûr que non. Parce que, chers candidats, comme vous l'avez brillamment défendu lors des phases précédentes, l'excellence est un acte d'amour. Ce soir, chère excellence, nous vous défendrons à coups de verbe, à coups d'éclat. Parce que l'excellence, autant que l'éloquence, est un art. Un art tout court, mais un art martial aussi. L'excellence et l'éloquence sont de pair. Elles sont un combat par et pour les mots. Combat à mort ce soir, puisque parmi vos mots, chers finalistes, seuls certains auront assez raisonné pour gagner le territoire de l'excellence. Rassurez-vous, nous ne tuerons personne ce soir, pas même des mots, du moins je l'espère pas. Non, car le chic de l'art, c'est de percer, d'attiser, d'éveiller, de choquer parfois aussi, mais toujours, sans partir. Et elle est là aussi l'excellence ce soir. Un combat des mots donc, mais toujours dans l'intérêt et le respect du mot. Parce que fondamentalement, on se rend à un concours d'éloquence, au-delà du spectacle, cela peut être. C'est toujours aussi pour voir la langue française à l'œuvre, la voir valser, roquer, se déhancher, et bien entendu, toujours avec élégance, éloquence et excellence. Un combat pareil pour les mots donc, mais son adversaire est le mot lui-même. Un mot dont il faut apprivoiser la subtilité, vaincre la complexité, et qu'il faut sortir des banalités. Car c'est là seulement que les mots deviennent exquis. Alors, chers tous, si la voix est un instrument qu'on ne voit pas, et comme l'éloquence c'est la parole au travail, je vous souhaite de tout cœur, ce soir,
d'ouvrir pleinement vos sens pour accueillir les discours qui assument. Et quant à vous, chers finalistes, parce que, comme vous l'avez démontré, l'excellence est définitivement un acte d'amour, je vous souhaite de prendre du plaisir. Parce que l'excellence n'est pas sans passion, alors passionnez-vous. Et parce que ce soir, l'excellence est un choix et une nécessité, alors donnez tout. Et comme se plaisait à le dire Marguerite Yourcenar, il faut toujours un coup de folie pour bâtir un destin. Enfin, l'excellence ce soir, c'est aussi celle de nos jurys. Oui, je gardais le meilleur pour la fin. Car ce soir, nous avons l'honneur d'avoir à nos côtés Barbara Casson, membre de l'Académie française, philosophe. Merci d'être parmi nous. Xavier Oran, délégué général de Mobiliance et CMPA. Monsieur Alain Fuchs, que certains connaissent bien, ancien président du CNRS et actuel président de l'université PSN. Elliot Noël, qui nous domine du ciel, qui dirige le cercle des orateurs disparus, ainsi que la fabrique des orateurs, et qui est conseiller en rhétorique. Denis Piron, comédien, acteur et enseignant à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais. Et Laurent Delvolvé, qui préside la séance ce soir, avocat au barreau de Paris, président d'honneur de la conférence nationale ISIAS, dont il impulse en 1994 l'extension d'un texte universitaire. Madame l'académicienne, mesdames et messieurs les membres du jury, chers finalistes, chers étudiants, chers proches, chers invités, chers amis. À soirée exceptionnelle, lieu d'exception. Le Sénat nous est ainsi apparu être l'endroit idéal pour permettre à nos candidats d'exprimer leurs talents oratoires sur des sujets de société. Aussi, permettez-moi, au nom de l'ensemble de l'équipe organisatrice, d'exprimer en premier lieu notre profonde gratitude envers le sénateur Hervé Marseille, qui nous permet d'accéder ce soir à cette enceinte prestigieuse, symbole de notre République, et qui, j'en suis sûr, sera source d'une émulation certaine pour nos candidats. Les avancées scientifiques des dernières décennies ont profondément modifié notre rapport au monde. À l'heure de l'intelligence artificielle et de l'écologie, l'homme et le monde sont des questions essentielles. Les candidats vous partageront leur perception dans peu de temps, ce que nous définissons comme étant progrès, et répondront à quelques-uns des nombreux questionnements qui soulèvent. Ils seront départagés par un jury d'exception, pluridisciplinaire et complémentaire. Un grand merci à Madame l'académicienne Barbara Casson, à Maître Laurent Delvolvé, à Monsieur Xavier Oran, à Monsieur Yannick Laurent, à Monsieur Elliot Noël et enfin à Monsieur Alain Fuchs, qui ont accepté de nous accorder cette soirée, que ce soit par amour de la langue française, goût de la joute oratoire, ou encore tout simplement pour manifester leur indéfectible soutien à nos projets. Enfin, je ne saurais oublier nos candidats. Leurs discours inspirants et leurs performances lors de la phase de sélection promettent, cette fois-ci encore, une très belle soirée. Je vous souhaite à tous de passer un très bon moment et une bonne chance aux candidats. Alors, dans un instant, je vais laisser la parole à Laurent Delvolvé, mais nous ne vous avons pas encore présenté, chers finalistes, alors je vais le faire tout de suite. Nous entendrons d'abord Simon Lévis-Soussan, qui est en licence mathématiques et informatique à l'université Paris-Dauphine PSL, et qui, ce soir, défendra que le progrès contre nature est un progrès contre l'humanité. Nous entendrons ensuite Agustine Urquiza, actuellement en licence sciences des organisations également à Paris-Dauphine PSL.
s'exercera sur le sujet suivant. Le progrès véritable n'est pas celui qui bâtit les gratte-ciels, mais celui qui élève les cœurs. Nous entendrons ensuite Peter Ziel. Doctorant en ingénierie d'énergie à l'école des mines Paris Tech PSL. À l'école des mines Paris. Et donc Peter, toi tu t'exerceras sur le sujet suivant, un progrès sans éthique est une régression déguisée. Nous entendrons ensuite Elia Lambon. Actuellement en licence sciences pour un monde durable, à PSL, et qui défendra la thèse suivante: l'art est le miroir de la société, le progrès en est le moteur. Nous entendrons enfin Lucas Ledonné, actuellement en cycle ingénieur à Chimie Paris PSL. Et Peter défendra le sujet suivant: le progrès ne nie pas la tradition, il l'apprivoise. Voilà, bonne soirée. Attendre. Je vais lancer le concours. La première chose que je voulais dire, c'est qu'on se détend pour les 5 candidats. Vraiment respirer, que cela n'est pas si grave. Le sérieux ne fait pas nécessairement partie de l'éloquence. L'important, c'est que nous passions tous ensemble un bon moment. J'ai vu que les étudiants qui prenaient la parole étaient un peu stressés. Je voulais juste, avant toute chose, remercier vraiment Clotilde Arleri, la présidente, pour son enthousiasme, son engagement, cette volonté d'organisation. L'ensemble des membres de son bureau, moi-même il y a une trentaine d'années pour avoir été organisateur de concours d'éloquence, je peux vous dire l'investissement que cela nécessite que d'obtenir la possibilité de tenir une telle séance ici. C'est autant d'heures de cours perdues, autant d'énergie qui ne sont pas consacrées à ce pourquoi elle est en principe inscrite cette année, mais ce sont des moments qui sont vraiment dans la vie d'un étudiant des propulseurs d'engagement, des propulseurs de vie dans la cité, des propulseurs aussi de prise de parole. Et une fois qu'on a passé ces étapes-là, on est à l'aise en toutes circonstances, dans tous les lieux, avec toutes les personnes, dans tous les publics. Et donc, j'invite vraiment tous les étudiants qui se posent encore la question de savoir si il faut oser prendre la parole publique, de se dire j'y vais, tout cela n'est pas si grave, je respire et ça va bien se passer. Les 5 candidats, je ne sais pas où ils sont, ça va bien se passer. On va vous écouter avec bienveillance. L'important, c'est vraiment de se dire que nous ne sommes pas là pour vous juger. Nous sommes là d'abord pour vous écouter. On va vous écouter avec bienveillance, bien sûr, on va vous départager, mais de toute façon, vu le niveau de votre parcours universitaire, vous avez l'habitude. Et donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à M. Simon Lévy-Soussan, et je rappelle juste le sujet, parce qu'il est important de traiter le sujet, pour qu'on l'ait bien tous en tête. Un progrès contre nature est un progrès contre l'humanité qu'il a choisi de traiter par la négative. Monsieur Simon Lévy-Soussan, je vous cède la parole. Avec ce micro. Bonsoir. Merci à tous. Un livre contre nature pour un progrès pour l'humanité. Il était une fois. J'adore les récits qui commencent ainsi. Cette accroche intemporelle qui nous a déjà tous captivés. Moi le premier. Je me rappelle quand j'étais petit, mon père venait me raconter les contes des frères Grimm avant que je me laisse bercer par les bras de Morphée. J'adore les histoires. Et plus que tout, j'adore les happy endings. Le plus fort là-dedans, c'est Michel Oslo.
ce grand conteur de Dilili et de chanteur de fabulots. Lui maîtrise l'art de la croche comme personne et commence sa célèbre histoire du petit garçon africain par cette phrase « Mère, enfante-moi ». Et comment mieux commencer une histoire que par le début de toutes les histoires, le moment où une mère devient mère et son fils devient vie. La première à avoir expérimenté ça, c'est notre mère à toutes, Terre. Et il y a 2,8 millions d'années, elle nous créa, nous enfanta, nous, humanité, nous laissa son foyer et le choix de comment l'habiter, le libre habitat, transformé plus tard en libre arbitre après le tragique événement de la tour de Babel. Je ferme cette petite parenthèse et reprends mon histoire. Je vais même recommencer pour ceux du fond en train de rêvasser. Il était une fois l'histoire de 3 hommes se baladant dans certains sentiers forestiers. Ils se retrouvèrent face à un torrent si puissant que seule une nature sauvage aurait pu le dompter. 3 hommes contre la nature, voulant traverser pour explorer, faire progresser l'humanité. Chapitre 1. Le progrès de l'insouciance. Il faut construire un pont, s'exclama alors le premier. Il déboissa une partie de la forêt, n'hésitant pas à écraser les insectes à ses pieds, développant ainsi le progrès d'insouciance. Celui-ci consiste à faire fi de la nature et de ce qui la compose pour ériger notre civilisation. J'ai 3 ans, et dans la cuisine du 128 avenue Nicolas, ma mère me dit « Une cuillère pour maman, une pour bonne maman, si tu ne manges pas, tu ne grandiras pas. » Inspiré en ces mots par Simone de Beauvoir, le rapport de ce jeune enfant est en tout point similaire avec le début de l'être humain. Obligé de se nourrir à la racine, aller contre cette nature pour fonder la civilisation. Et est-ce qu'on peut vraiment accuser ça? Il serait absurde de juger un bébé, comme il serait absurde de juger le premier homme qui a pris contre la nature pour pouvoir exister, prendre sans concéder, gaspiller sans s'étonner. La construction du pont achevé, l'homme se mit alors à traverser. Mais la nature, plus puissante que tout, déroba le pont à ses pieds, laissa le courant l'emporter. Chapitre 2. Le progrès social. Le second trouvait la nature injuste, emportant la vie de ses camarades. Et c'est vrai qu'elle l'est. Pourquoi avoir donné la force aux hommes et la douceur aux femmes, justifiant pendant des années un rapport de domination abject et des actes innommables? Pourquoi certains naissent là où il fait chaud et d'autres là où il fait froid, étant pour Camus l'une des plus grandes injustices, l'inégalité climatique? Pourquoi la nature m'a-t-elle privé de mon bien le plus précieux, mes cheveux? Il fallait donc tout remettre en question, aller contre cette nature. Ainsi naquit philosophie, la conscience de l'homme. Pour fonder justice, j'ai 7 ans. Et dans le service de soins palliatifs, dirigé par ma mère, je me retrouve moi-même confronté face à cette injustice. Qu'a fait cet enfant à peine plus âgé que moi, à mère nature, pour que si jeune la maladie l'emporte? Pourquoi ma mère se contente-t-elle de l'accompagner et non de le soigner? Pourquoi les gens vivent, pourquoi les gens meurent? Mon monde se déroba. La première fois qu'elle me répondit, je ne sais pas. L'âge de raison résonne également comme âge de question. Et comme moi, l'homme face à ce torrent se questionna sur cette nature pour créer la justice, un progrès social. Convaincu du grand pas qu'il avait fait pour l'humanité, il prit l'expression à la lettre, et le courant tenta d'enjamber. Plouf! Une fois de plus, la nature l'emporte. Chapitre 3. Le progrès de l'inventeur. Le troisième était plus rusé, se plaça contre le courant pour récupérer l'énergie et la stocker. En se plaçant littéralement contre la nature elle-même, les plus grandes avancées technologiques virent alors le jour.
Il fallait donc casser ce contre-nature péjoratif et accusateur pour comprendre que l'opposition fait partie de la progression. Comment un enfant peut-il grandir sereinement s'il ne se met pas un jour en opposition avec ses parents? J'ai 13 ans, l'âge de bar mitzvah, et chaque confrontation avec ma mère n'est plus compliquée. J'ai envie de lui montrer que je suis en train de m'émanciper, qu'elle voit de quel bois je suis fait. Et Da Vinci ne s'est-il pas opposé au vent pour nous faire voler? Edison à l'obscurité pour nous éclairer, et Pythagore à une jungle désordonnée pour un monde plus carré. Tous les grands hommes ont un jour été les enfants, nous disait Saint-Exupéry. Et je les imagine très bien en confrontation avec leurs parents, se questionnant, grandissant, devenant les artisans du progrès, comprenant que l'opposition avec la nature n'est qu'une corrélation mathématique avec un progrès pour l'humanité. L'histoire de la Terre, d'une mer ou de trois hommes face à une rivière ne sont que les interprétations d'une même histoire, notre histoire. Une histoire de progression. Une histoire de progression et d'opposition. Une histoire de progression en opposition. Si je devais terminer la première, on aurait une fin un peu triste, se questionnant sur le sens de ce progrès sans fin et notre capacité à nous arrêter. Et spoiler alert, à la fin, c'est la nature qui gagne. Mais comme dit plus tôt, je préfère les happy endings. Donc la deuxième aurait repris ce nom. Ce n'est qu'en grandissant, en comprenant, que disparaît l'amour, pour laisser place à la mer, ce n'est qu'en grandissant, en comprenant, que disparaît la mer, pour laisser place à l'amour, pour cette mer et pour toujours. Mère, enfante-moi. Maman, pardonne-moi. Écoute-moi. Laisse-moi grandir. Aller contre ta nature, parfois pour progresser, forger ma propre identité. Pour toi, je ne baisserai jamais les bras. Je les brandirai pour conquérir le Sénat. C'est toi qui récoltes la graine de ce que tu sèmes et toujours te dire à quel point je t'aime. Et pour la troisième, on aurait quelque chose d'un peu plus classique. Le torrent n'emmènera pas finalement les hommes au bout de la rive, mais bien au bout du courant, sur de nouvelles terres qu'il fallait appréhender différemment. Finalement, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, sûrement plus consciencieux de la nature, du progrès et de l'environnement. Je passe la parole pour une question à Monsieur Xavier. Je crois que je n'ai pas entendu la salle autant applaudir que cela et je vous demande de redémarrer parce que la barre est très haute. Est-ce que pour vous, le progrès est-il toujours une forme de transgression? Et puis une question plus personnelle, parce que c'est important de juger un jeune sur sa personnalité, sur ses envies, sur sa projection, sa capacité à se projeter, donc à progresser. Quel progrès que, personnellement, vous attendriez de la prochaine décennie, du prochain siècle, et auquel vous aimeriez particulièrement contribuer? Merci beaucoup pour votre question. Donc, je vais tâcher de répondre à la première dans un premier temps, qui était la transgression. Est-ce que la progression implique la transgression?
Je ne l'espère pas. Du moins, j'espère que parfois on saura progresser pas à pas, sans forcément sauter d'un grand coup, et parfois juste aller petit à petit pour essayer d'évoluer. Mais parfois, bien sûr, on a besoin d'une progression. On a besoin de transgresser, on a besoin de faire des bêtises pour se faire gronder, et ensuite pouvoir assumer. Assumer, ce mot, il a une grande force. C'est en assumant qu'on devient grand. Et un progrès auquel j'ai vraiment envie de participer, c'est peut-être celui d'être attaché au monde présent, c'est-à-dire d'avancer, de prendre en compte bien sûr ce qui s'est passé dans le passé. L'histoire est l'une des choses les plus importantes qui soit, mais ne pas y rester accroché. Il faut savoir avancer, savoir qu'on a fait des erreurs, on n'est pas parfait bien sûr, mais il faut qu'on y aille, il faut qu'on se lance et qu'on le fasse tous ensemble. Et j'espère que dans les 10 prochaines décennies, je pourrai être là, y participer avec ma famille et mes amis, et avec vous tous. Donc un grand merci. Nous passons au deuxième candidat. J'appelle M. Agustin Urquiza, qui, je rappelle, est étudiant en licence des sciences des organisations à Dauphine. Monsieur le Président, j'ai bien prononcé, Dauphine PSL. Je rappelle le sujet que M. Agustin Urquiza est invité à traiter. Le progrès véritable n'est pas celui qui bâtit des gratte-ciels, mais celui qui élève les cœurs. Il traitera le sujet, selon son choix, par l'affirmative. Monsieur Agustin Urquiza, vous avez la parole. Je suis très content d'être deuxième après, mais c'est historien ici. C'était impressionnant. Madame l'académicien, monsieur les juges, j'ai bien touché. Un terre au sud de notre planète qui parfois est inconnu par quelques-uns de vous. Un territoire qui, avec 200 ans d'existence comme pays indépendant, décrit avec son hymne national qu'il est la copie joyeuse de l'Éden. Néanmoins, j'ai bien touché. Un pays où l'exploitation a écrasé la paisible printemps qui on peut voir ici dans les jardins, où les chants des oiseaux a été remplacés par les voitures, par les moteurs à combustion, et où les historicards ont été remplacés par des bâtis-ciels métalliques dans notre ville et dans tout le monde. Et c'est lui qui parfois est l'exemple de mon pays, est aussi la représentation de l'Amérique latine, de l'Asie, de l'Afrique et même dans nos cœurs. Apparemment, le progrès a été dépourvu de sens. C'est lui qui apparemment a été montré par Victor Hugo comme frère des mots assez puissants comme future, humanité, liberté, égalité, a été volé, a été oublié. À sa place, il paraît savoir construire un roman simpliste. Le progrès, c'est de manger avec Mr. Anderson. Vous savez, c'est de Matrix. On joue 2 morceaux de viande pour rentrer à la matrice et dire « Je sais que ce n'est pas vrai, mais j'aime bien. » Le progrès, c'est manger dans ce resto chic. Et c'est comme ça qu'il a été construit en caverne, avec des ombres qu'on aime. Auparavant, avec blanc et noir, et maintenant avec un gros et bon et confortable fauteuil. 500 € sur la nouvelle promo d'IKEA. Cette véritable progression s'est transformée dans les cataractes de notre âme, nous a laissés aveugles. Et il a été assez totalitaire, c'est non-progrès, qu'il a englobé même les figures qui sont autour de nous. On a même laissé ce qui était visible. Regardez-vous, vos prochains ici, ce sont des invisibles. Quelques-uns essaient de s'échapper. Vous postez des stories comme moi sur Instagram 24 heures. On a parfois des Tinder pour faire des matchs.
Et on cherche quoi? On cherche un corde qui existe entre nous. Et parfois, c'est là qu'on doit chercher. Regardez-vous autour de vous. Et comme Madame la Présidente du PSC l'avait dit, le progrès est un combat à mort, mais un combat à mort pour une définition. Et un combat à mort pour lutter contre la définition qui a été donnée et que parfois on n'avait pas choisi. On parle à ses camarades indicibles sur les trottoirs de Paris, à ses collègues, à ses amis qui mangent dans les restaurants de crew toutes seules, à ces personnes qui parfois, comme vous, avaient raté un examen comme moi. Est-ce que c'est possible? Oui. On l'a trouvé. Comment est-ce qu'on n'aurait pas pensé à ça? Là, c'est le progrès. Le progrès se trouve dans les relations de nos âmes, dans les corps qui nous lient entre nous. Parce qu'il peut seulement exister en étant contemplé par les uns par les cœurs. Le progrès, peut-être insaisissable, il est caché, il se cache, parce qu'on le cherche ou on ne doit pas le trouver. Il n'est pas un adjectif, il n'est pas un homme, il est un verbe. Je sais pas, parfois dans les dictionnaires c'est pas comme ça, mais il est un verbe, il est le verbe de l'âme. Et c'est évident. Le verbe n'est pas en négation, ni adjectif ni nomme. Amis et amis, c'est un verbe, c'est le verbe de l'âme, c'est le verbe qui enlève le cœur. Et c'est là on doit faire le combat à mort. Pour que le corps puisse grandir, ils ont besoin de verbes. Pas sans qui fait gratter les ciels, ni celles qui enlèvent en prenant un ascenseur vers la tour de Babel, privilège de quelques-uns. Le véritable progrès, c'est celui qui construit, qui ne gratte pas les ciels, qui n'essaie pas de gratter, mais qui construit les ciels ici. Ces ciels qui en rêvent, qui on cherche dans nos romans, qui on cherche dans nos histoires. Ces verbes transmis. Ces verbes transmis ici dans le jury qui est en train de le juger. Mais c'est vrai aussi transmis dans le poème, dans le droit, dans le travail quotidien. Ces verbes est ici montré par exemple chaque fois qu'on fait entrer et on fait l'âme s'exprimer, soit dans ce traité de thermodynamique, soit dans un traité de philosophie, soit dans un petit poème que personne ne va lire. Et finalement, c'est ces questions qu'on pose à la classe. Pourquoi la pauvreté? Comment l'améliorer? Comment l'effacer? Mais comment est-ce qu'elle a été créée aussi? Et ces verbes dans les tribunaux, ces verbes dans les contrats, parce que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ainsi ne peuvent pas sinon être faits de bonne forme. Il n'y a que progrès quand on a donné de la confiance et on humanise notre collègue en face. Et surtout, quand on rentre dans les tribunaux et on a envie de faire justice, même si elle est parfois impopulaire. Et que le progrès a été déjà ici, parce que la France a été grande, parce qu'elle a été la première pays en Europe à abolir la torture, malgré les esprits préventionneux. Elle a fait de l'acte de démonstration plus augustes des progrès. Elle élevait le cœur national, qui a humanisé le corps national. Et les Français et les citoyens du monde comme moi ont le besoin encore d'être progrès quand ils tombent les invisibles en visibles, quand ils trouvent ce qui a été oublié. Regardez-vous, ici la participation, vous comme parents, comme amis, vous montrez le progrès parce que vous montrez l'expression de l'âme et de l'amour. À vos amis qui sont ici, en train de vous faire rire, en train de vous exprimer une petite image de leur âme. Parce que le progrès est finalement le verbe de l'âme qui enlève les âmes, qui enlève le cœur, qui construit le ciel. Et là où le monde a besoin de s'exprimer et surtout de s'humaniser. Et que finalement, on pourra dire sans ironie, ni dans un film qui montre la terrible existence, jusqu'à là, tout ira bien. Alors déjà,
langue maternelle, avec toute cette émotion et être encore audible, c'est remarquable. Puisque tu es à l'aise dans l'émotion, je peux te poser une question piège. Autant que vous voulez, monsieur. Malheureusement, c'est ce moment. Est-ce que le célibat est une régression? Le célibat. Être célibataire. Ah! C'est par rapport à votre sujet. Malheureusement, je suis célibataire. Évidemment que non. C'est que quand on trouve son dernier, vous pouvez donner des likes, sugar. Et c'est pas la régression. Parce que d'être célibataire, ça signifie pas d'aimer. Et ça signifie pas d'avoir de cœur. D'être célibataire, c'est aussi de s'aimer à on-même. Parce que quand on est célibataire, on est aussi en train de chercher notre couple qui est à l'intérieur de nous. Et quand on est célibataire, je veux dire, même si j'ai pas quelqu'un entre vous qui va me dire « Je t'aime, Augustine !» Ou si j'ai quelqu'un, vous pouvez me dire hein. Je sais que dans chaque petit poème que j'ai écrit là-bas, dans cette petite note, dans chaque phrase et dans chaque question que je pose à mes amis, je ne suis pas célibataire. Parce que dans mon corps, je les partage. Je les partage avec mon grand-père, qui est au Chili, 14 heures en vol, Paris-Santiago. Avec mon père, que j'ai aucune idée où il est, parce qu'il est en forêt. Et avec mes amis qui sont ici, qui sont peut-être pas trop, mais ils sont fous. Constance, Rebecca, Eva, elles sont là. Et Luan, qui travaille avec PSE. Et aussi, avec ceux qui je partage le cœur, et ceux qui m'ont enlevé l'âme, et qui me vont continuer à enlever l'âme, ceux qui ont participé et qui ont parlé aujourd'hui, les juges et les participants, vous m'avez enlevé le cœur, et j'ai bossé pour ça. Troisième sujet, un progrès sans éthique est une régression déguisée. Monsieur Peter Sgeb, vous avez choisi de le traiter par l'affirmative. Je vous cède la parole. « 2 avril 2024. Stressé, je me tiens devant une feuille blanche, un discours qui se refuse de l'être et des mots qui n'arrivent pas à comparaître. Et là, pour la première fois depuis des jours, j'ai une idée. J'ouvre le fameux ChatGPT et j'écris. ChatGPT, voici mon sujet pour la finale. Comment devrais-je commencer? Et là, sans même réfléchir, ChatGPT me sort un discours digne des plus grands conférenciers. Alors je lis et relis la réponse de ChatGPT, mais je ne suis pas convaincu, et la feuille reste blanche. Car même si l'intelligence artificielle arriverait à noircir cette feuille blanche plus rapidement que moi, elle m'ampute de toute émotion et la sèche de toute singularité. Et quel manque d'éthique et de respect serait-ce de venir jusqu'ici, devant vous, pour vous vomir des phrases faites par un code artificiel. L'intelligence artificielle est une preuve que le progrès n'est pas toujours synonyme de progression. Ça y est, le syndrome disparaît, je me lance. 17 juin 1905, le temps est clair, le ciel est bleu. Une journée d'été s'annonce à Berne, en Suisse. En faisant quelques rangements avant les vacances d'été, un jeune professeur universitaire de 26 ans découvre 2 horloges antiques dans son laboratoire. Pris d'un élan de science mélancolique et d'un grain de fatigue, il commence à observer le mouvement des aiguilles qui tournent et le temps qui passe. Il prend alors un bout de papier et commence à gribouiller des équations.
Il ignore encore, mais l'histoire vient de s'écrire sur ce bout de papier. Albert Einstein vient de provoquer le plus retentissant des Big Bang de la science contemporaine. E égale M, c'est carré. On retiendra qu'une formule physique de 3 lettres fera effondrer les certitudes scientifiques du passé, comme ces châteaux de cartes qu'Einstein aimait construire quand il était jeune. Et là, tout s'accélère. Le monde prend un virage en avançant à la vitesse de la lumière. Les théories scientifiques et philanthropiques fusent de partout, de l'énergie solaire au GPS, au laser, même à l'iPhone et à l'Internet. La prochaine fois que je ferai un FaceTime avec mes parents qui sont aussi à l'autre bout de la planète, je saurai qui remercier. L'histoire est magnifique racontée ainsi, n'est-ce pas? Mais je me doute bien que certains d'entre vous ont démasqué le paralogisme historique que je suis en train de commettre. Car si E égale mc carré est une formule a priori simple, Albert Einstein a oublié un autre paramètre. Une autre variable bien plus complexe, redoutable et cachée dans le temps long. La folie meurtrière des hommes. 6 août 1945. Le temps est clair, le ciel est bleu. Une journée d'été s'annonce à Hiroshima, au Japon. Dans le ciel passent des avions de guerre. Les Japonais ne les remarquent presque plus. 8h15, la ville est presque encore endormie, quand l'avion libère la première bombe atomique de l'histoire, faisant 75 000 morts en moins d'1 seconde. Ce jour-là, à Hiroshima, l'éthique est vaincue. La démence meurtrière et la décadence de l'éthique vient de transformer une formule physique a priori inoffensive d'un génie pacifiste en arme de destruction massive. Albert Einstein fera alors une autre découverte, celle que tout progrès sans éthique est en réalité une régression déguisée. Il terminera sa carrière par cette citation célèbre: « Si c'était à refaire, j'aurais préféré être plombier. » 4 août 2020. Le temps est clair, le ciel est bleu. Une journée d'été s'annonce à Beyrouth, au Liban. La ville est à la fois belle et infernale. Bien que le monde soit plongé dans une pandémie, Beyrouth a cet art de toujours célébrer la vie. L'air est imprégné d'un parfum estival, la mer Méditerranée borde la capitale, des joggeurs, des cyclistes, des pêcheurs, ça crie, ça rit. Et dans cette cacophonie urbaine, une musique de Fayrouz qui se tisse. Tous ces gens, tous ces destins. Alexandra, 3 ans, jouait tranquillement dans sa chambre. Elias, 15 ans, s'apprêtait à rejoindre ses potes du quartier. Sarah est infirmière. Elle vient d'entamer sa garde à l'hôpital. Joe et Ralph sont pompiers et meilleurs amis. Ils s'apprêtent à intervenir sur un incendie. Moi aussi j'étais à Beyrouth ce jour-là. Je rentrais de la plage comme un après-midi banal d'été. Au loin, une fumée blanche entrave le paysage habituel. Mais bon, on dirait un incendie typique. Et puis bon, l'apocalypse. La ville bascule dans l'horreur. En une fraction de seconde, tout est éventré. Les souvenirs d'enfance comme les bâtiments. Je suis debout, parmi une foule de gens ensanglantés, mais je ne suis pas au bout de mes peines. La cause de la tragédie aura raison de moi. 2750 tonnes de nitrate d'ammonium ont été stockées depuis plus de 6 ans, sans aucune surveillance ni prévention, juste à côté de ma ville. Le nitrate d'ammonium, c'est la pointe du progrès dans le domaine de l'agriculture et des engrais chimiques. C'est un fumier assez puissant, capable de constamment fertiliser la terre pour obtenir des bonnes récoltes toute l'année. Petit bémol, le nitrate d'ammonium est connu pour être explosif. Et il suffira d'une étincelle pour éventrer Beyrouth. Car depuis plus de 6 ans, le manque d'éthique et l'insouciance des dirigeants ont fait stocker cet engrais explosif juste à côté de la ville où j'ai grandi. 6500 blessés, 85 000 bâtiments touchés, une ville effondrée. Mais surtout,
220 personnes tuées. 220 voix qui ont connu le silence éternel. 220 rires que l'on n'entendra plus. 220 noms, dont celui d'Alexandra, d'Elias, de Joe, de Ralph, de Sarah et de plein d'autres. Alors ce soir, permettez-moi d'utiliser ces mots comme une force oratoire pour leur rendre hommage, eux victimes d'un progrès qui est tombé dans les mauvaises mains. J'ai un aveu à vous faire. Moi aussi je suis chercheur. Moi aussi tantôt j'observe des phénomènes et des objets dans mon laboratoire, et tantôt je prends un bout de papier pour écrire les équations. Oppenheimer disait « Je suis devenu la mort, destructeur des mondes ». Moi aussi je crains de devenir la mort, destructeur des mondes. J'ai peur de ce que je peux créer. Je crains que n'importe quel pas que je pourrais faire à la science soit détourné au service de l'avidité, de la domination, voire même de la destruction. Car on est déjà parti trop loin. On s'est déjà perdu en chemin. Alors je regarde la feuille blanche du début, noircie par un discours qui a pris forme. Et je remarque que, bien que la feuille soit remplie et que les mots soient alignés, mes idées sont très perturbées. J'angoisse du futur, j'ai peur de m'y avancer. Beyrouth me manque, et je dois retourner au laboratoire. Et c'est là que je me dis, est-ce que je me trompe depuis le début? Est-ce que je fais fausse route? Et si dans ce monde qui s'écroule, le progrès réel serait d'accepter de ne plus progresser? Par dire que mon encadrant de thèse est dans la salle, donc je dis que tout se passe bien, je suis là pour continuer mes recherches. Moi je veux être scientifique, je veux être un chercheur. La seule différence c'est que le futur il était beau dans les années 80, il était beau dans les années 70 où on pouvait rêver, on pensait que la science va sauver l'homme. Aujourd'hui, moi, je veux être un chercheur, mais qui pense que c'est pas la science qui va sauver l'homme, mais c'est une révolution de l'homme sur lui-même qui va sauver l'homme. Donc, je veux être un chercheur conscient de ça. Je veux être un chercheur qui a appris des erreurs d'Einstein et qui ajoute ce paramètre-là dans ses équations. Merci. Le prochain sujet, quatrième, l'art est le miroir de la société, le progrès en est le moteur. Par la négative, j'appelle mademoiselle Elvire Landon. Bonjour à tous, merci de m'accueillir aujourd'hui, pas chez vous, même si le Sénat est finalement la maison de notre mère la démocratie, enfin plutôt notre grand-mère, étant donné l'âge moyen dans l'hémicycle. Mais aujourd'hui, je n'ai pas fait comme si j'étais chez ma mère. Je ne suis pas venue les mains vides. Ainsi, Monsieur Noailles, veuillez accepter ce portrait qui témoigne de toute l'admiration que j'ai pour vous. Je suis consciente que malgré mon immense talent, on puisse me faire le reproche de ne pas être exact dans mon tracé, de ne pas parfaitement représenter mon modèle. Mais à tous ces rageux, je répondrai que peut-être que mon œuvre ne reflète pas Monsieur Noailles, tout comme l'homme ne reflète pas
ça, comme l'art ne reflète pas l'homme, il n'est pas le miroir de la société. Puisque quel que soit le support, le courant, la lieu, la date ou l'œuvre, l'art sera toujours subjectif à l'auteur, car cet humain créateur puise dans ses ressources, sa culture, son environnement, ses traumas d'enfant. Il use de symboles en symbiose avec son intériorité, cette caverne sur laquelle ne se projette que l'ombre du monde tel qu'il le perçoit. Cela n'a rien de tragique, puisque l'art n'est pas voué à refléter le monde. Au contraire, l'artiste le fuit. C'est ce voyage au pays du soin qui raconte ce séjour dans un refuge où tout serait un non-sens. Et c'est cette intemporalité et cette ubiquité que la société ne parvient pas à rattraper. J'imagine facilement, au VIe siècle avant Jésus-Christ, Aya Nakamurus, illustre rhapsode de son époque, en jouait les fous le jeu d'Athènes grâce à sa musique, par son rythme, sa vitalité. Puisque l'art nous rassemble, nous parle dans une langue qui nous est la plus belle, la plus familière. C'est une tour de Babel qui, du temps des cerises au temps des hymelles, ne perd pas d'une pierre. C'est une culture estivale, c'est Antigone qui résiste, qui prouve qu'elle existe. Mais l'art se voit menacé par cette pression de refléter la société. Il sent les inégalités le coloniser, les élites se l'accaparer en désignant quelles œuvres méritent le nom d'art. Elle porte l'arme contre le futur de ce qu'elle nomme la sous-culture, la rendue inaccessible. Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles et écoutez le cirque des critiques artistiques. Ouais, c'est vrai que la dernière œuvre d'Eskrotowski est particulièrement transcendante. Elle traduit parfaitement cette invitation au voyage qui est l'amalgame intrinsèquement lié aux métaphysiques du soi profond. C'est un vrai bol d'air frais. Il nous fait nous poser les bonnes questions. Ce serait invisibiliser la majorité du monde que de désigner ce culte artistique miroir de la société. Face à cette censure de masse, nous demeurons Camus, qui soulignait un jour que l'art ne peut exister que dans un état de liberté totale. L'inverse est art conventionnel, donc faux. Mais alors, où contempler l'image de notre présence sur Terre? Je ne suis pas venue les mains vides, mais j'ai égaré quelque chose en chemin. Je profite de ce micro pour dire que le bon sens est attendu à l'accueil du Sénat. Je compte sur vous, car étant donné l'état du monde, je me doute que personne ne l'a volé. Car c'est lorsque je vois toutes ces vidéos d'inconnus prostituant leurs profonds secrets pour faire des vues, toutes ces publicités missionnées à me faire plébisciter un flux de nouveaux objets superflus, que je comprends. Le progrès nous montre l'ultime jingle. Travaille, consomme et ferme ta gueule. Mais finalement, que l'entropie de ce monde qui entreprit de se dépasser jusqu'à ne plus savoir où aller, à s'inventer des besoins, à me faire argumenter pendant des heures face à mon père que non, on n'a pas besoin de poêle à pancake en forme d'animaux. À force d'être inondé de tous ces assistants insistant à nous rendre dépendants, on en vient à croire qu'ils nous aident réellement, qu'ils sont moteurs à notre épanouissement. Reconnaissance faciale, escalator, dictée vocale, que de caresses sur notre paresse. On devient barge avec ces ravages de notre civilisation. On perd notre humanité. D'ailleurs, qui vous dit que je n'ai pas écrit mon texte sur ChatGPT? Déjà, il y a un siècle, Paul Valéry nous prévenait
que l'homme moderne est esclave de la modernité. Le progrès nous perd dans sa course effrénée. Einstein le disait, une hache qu'on aurait mis dans la main d'un psychopathe. Il nous emmène loin, très loin. Nous ne sommes plus que des bohémiens rencontrés sur sa route. Mais où va-t-il sans pilote? À quoi bien servir un moteur s'il nous transporte en terre hostile? Notre société ne peut donc pas fonctionner à cet idiot carbure. Elle doit opter pour un covoiturage où est éliminée toute forme d'animosité. Peut-être que mon œuvre portera la victoire de 4 artistes, faire office de catharsis envers les concurrents de l'an dernier et ayant mal avalé de s'être fait clasher. Ne me remerciez pas. Puisque l'art s'illustre dans son talent immense à réguler les passions impures, à nous faire passer d'état de nature à état-providence. Et lorsqu'elle s'unit à son proche cousin le progrès, elle devient une force de persuasion, rassemblant même les humains les plus en marge. Car de la suffragette qui viole la loi à Angèle qui balance son quoi, il n'y a qu'une marche. Car lorsque Miyazaki, Prévert ou Goya dénoncent les désastres de la guerre, que Paul Éluard écrit ton nom, que Mylène chante que tout est chaos, c'est là que l'on voit s'armer de l'effet de halo l'éloquence de l'art alliée au progrès, prêt à livrer bataille vers un but convergent. Alors ce soir, cessons d'opposer progrès et art. Laissons se rencontrer Berthe Morisot et Mona Chollet. Emmenons art et progrès vers un but qui nous ressemble. Devançons de Vinci, avançons de 2 siècles, puisque l'art et le progrès sont finalement la lumière qui éclaire la société, miroir des individus. Je vous remercie. Cher Elvire, vous avez mentionné Aya Nakamurus. Formidable question à vous poser. Doit-elle représenter la France au JO? Doit-on considérer qu'il faut laisser entrer qui dans le sas? Alors, il faut savoir que de base, je ne suis pas très fan des JO, puisque ça me vire de mon logement cet été, alors que j'ai stage, c'est un bémol. Je pense en effet qu'il faut laisser rentrer Aya Nakamurus dans le ZAZ, puisque finalement, c'est quand même l'artiste la plus écoutée au monde. C'est elle, actuellement, qu'on le veuille ou non, qui fait le soft power de la France, si on veut utiliser des termes américanisés. Et donc, oui, même si Aya Nakamura ne fait pas l'unanimité, ce n'est pas Mylène Farmer, même si j'aimerais beaucoup qu'elle représente la France au JO. Et bon, ce n'était pas possible. Je pense qu'Aya Nakamura représente aussi la jeunesse, finalement, la jeunesse qui est la France de demain. Donc je pense qu'il faut laisser la France à la jeunesse. Il faut arrêter de vivre finalement sur la nostalgie de ce qu'était la France avant. Puisqu'elle ne s'est pas perdue, on écoute toujours Jacques Brel, même s'il n'est pas français. On écoute toujours, je ne vais pas danser que Jacques Brel, Michel Bacquel, on écoute toujours Goldman. Personnellement, j'écoute parfois Goldman. Et de toute façon, cette culture ne se perdra pas. Car comme je l'ai dit, la culture, elle est intemporelle. Et l'art est intemporel. Et l'art restera là toujours. Parce qu'il nous parle dans une langue qu'on comprend le mieux. Que ce soit Aya Nakamura qui nous dise, ou que ce soit dans Partenaires particuliers, je ne voudrais pas vous donner les échos. Mais Aya Nakamura, elle représente cette avancée d'aujourd'hui, cette nouvelle musique qu'il faut accepter parce que c'est la société dans laquelle on vit aujourd'hui et cette musique risque de ne pas partir.
ne nie pas la tradition, il l'apprivoise. Et M. Lucas Ledonné, vous avez choisi de le traiter par l'affirmative. Je vous donne bien volontiers la parole. Mesdames et messieurs, chers jurys, la première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. C'est lors d'une soirée mondaine que pour la première fois, les deux pianistes se rencontrèrent. Et alors qu'Aurélien s'apprêtait à saluer le public devant lequel il jouait et boire son verre de whisky avant de se enrhumer, une voix féminine l'interpella. Et pas de bol le fit sortir de sa bulle, alors se sentant ridicule, il avait les boules et se retint de crier « Mais qui vient me casser les nouilles ?» Cependant, avant même de lui parler, il sentait déjà son intérêt pour elle le quitter, s'estomper encore davantage à mesure qu'elle se rapprochait, et puis l'abandonner tout à fait quand il se retrouvait vers elle. Pourtant, Bérénice n'était pas laide. Elle semblait posséder quelques raffinements, un esprit ingénieux, de charmants yeux bleus, et ce qu'il préférait par-dessus tout, un petit regard malicieux. Seulement voilà, à converser avec elle, il avait décelé chez elle ce qui semblait pour lui être un affront ultime à la beauté, et qui effaçait toutes les qualités précédemment citées. Oui, elle était de gauche. Bérénice est de gauche, elle n'aime pas les traditions, elle est végane, prône un engagement politique fort, boit du matcha, ne prend pas l'avion, et par-dessus tout, s'exerce tous les dimanches au yoga dans une ferme avec des chèvres, le yogourt. Vous l'aurez compris, Aurélien est de droite. Pour lui, le réchauffement climatique est encore un mythe. 40, c'est davantage un degré de whisky qu'une température. L'homosexualité, on lui en a déjà parlé. Et par-dessus tout, il prône le port de la cravate à l'Assemblée nationale et serait outré que de jeunes hommes viennent à s'y exprimer au Sénat sans emporter. Et j'applique. Tradition et progrès, ça ne fait pas bon ménage quand l'amour se mêle à la politique. J'entends déjà les plus pessimistes s'armer de revendications. Que tradition et politique, c'est une bataille perdue d'avance. Une bataille sans fin qui nous attrape, qui nous étripe, qui nous étreint. Une bataille sans fin qui nous tord, qui nous mord, qui nous blesse. Une bataille sans fin où il vaudrait mieux juste sortir de la pièce. Eh bien, sachez qu'il existe encore dans ce monde des illuminés qui n'ont pas la lumière à tous les étages. Aurélien va tomber amoureux de Bérénice et elle avait apprivoisé toutes ses traditions. Ah oui, cher jury, le progrès ne nie pas la tradition, il l'apprivoise. Elle avait apprivoisé sans vouloir le changer. Lui pour qui son cœur aurait tout donné. Alors, elle pardonna tout. La tromperie, ses nombreux verres de whisky, et le laissa même prendre l'avion jusqu'à ce jour dans l'été, tant attendu, la dinde de Noël. Elle ne pouvait se résoudre à manger un animal. Alors elle prit la ferme décision de partir et de ne plus jamais revenir, ce qui laissa un vide si sourd dans le cœur d'Aurélien qu'il en arrêta même sa passion, le piano. 10 ans. 10 ans depuis ce jour.
10 longues années se sont écoulées dans son être et dans son cœur. 10 ans qu'il déambule, sans force de vivre ni peur. 10 ans que chaque jour, chaque nuit, l'asphyxie, le serre et l'obsède. 10 ans que ce souvenir l'obsède sans cesse. 10 ans que chaque jour paraît une éternité. 10 ans qu'il demeure errant dans ses arrêts. C'est long de mourir une vie entière, surtout à cause d'une dinde. Et finalement, c'est toujours la même histoire. Qu'importe les années, qu'importe les époques, les révolutions s'enchaînent, mais ce qui nous enchaîne, ce sont nos principes. Que l'on soit de gauche, de droite ou à politique, on est tous convaincus d'avoir raison. Et bien souvent, cela rime avec adopter la moins pire des solutions. Et je pense quant à moi que la meilleure des solutions, en tout cas la plus juste, c'est la tolérance. Et c'est avec une franche humilité que je me permets et me risque aujourd'hui à vous parler d'un sujet ô combien précieux. Car qui suis-je, moi le petit Parisien privilégié, en costume dans un concours d'éloquence pour vous parler de tolérance? C'est facile de tolérer quand on ne demande rien. Parler de politique, ça fait vite beaucoup pour quelqu'un qui, au fond, n'a que très peu à dire. Alors je tâcherai d'être bref. Je pense que tolérer, ce n'est pas imposer ses idées, mais ce n'est pas non plus se laisser marcher sur les pieds, ni fuir devant la difficulté. Tolérer, c'est se battre pour ses convictions, tout en respectant celles des autres. Tolérer, c'est cette ambivalence, parfois difficile à supporter. Tolérer, cela demande du courage, et comme l'a dit un grand poète, c'est une idée qui subsistera tant qu'il y aura des hommes pour se battre pour le mot liberté. À finir ce petit discours, il me semblait qu'il manquait d'optimisme. Alors je tâcherai de conclure sur une note un peu plus positive. Sachez qu'Aurélien a repris le piano et que cette fois-ci, il put enfin terminer sa prestation sans être interrompu et se promit que c'était la dernière fois qu'il boirait son petit whisky. Il leva son verre au public et leur salua en santé. Merci, monsieur le candidat. Une question de ma part. Comment pourriez-vous définir ces mots du journaliste Philippe Meyer sur France Inter, qui commençait sans cesse ses présentations par la citation suivante: le progrès fait rage et le futur ne manque pas d'avenir. C'est parti pour un deuxième discours. C'est une phrase de gauche. Je porte un costume de droite. Je ne sais pas si je suis le plus à même à répondre à cette question. En tout cas, je pense qu'il est important et primordial de demeurer optimiste, ce que j'ai essayé de faire à la fin de mon discours envers l'avenir. Et peu importe si le progrès fait rage, si c'est l'orage, peu importe. Ce qui compte, c'est de regarder droit devant et de prendre du bon temps. C'est pas une whisky, on s'est dit.
avoir délibéré. Le jury ne donne pas tout de suite le résultat, mais c'est la parole d'abord à chacun d'entre vous ce que nous avons qui doit dire, le président de l'université. Ensuite sera proclamé le nom du lauréat du prix du public. Oui, lauréat au sens du terme. Enfin, nous ne connaissons pas le genre. Point E, nous dit l'Académie, merci. Et ensuite, effectivement, le prix le grand prix final. Monsieur le Président, ça marche pas. Je parle de compréhension. Non, bien ça. Donc je pose le micro. Alors écoutez, oui, je suis le président de l'université Paris Sciences et Lettres, PSL, droit. Et la première chose que je veux dire, c'est de remercier et féliciter le PSL pour l'organisation de ce conférence magnifique, comme toujours, très très fan à PSL de notre association étudiante, la présidente s'est exprimée tout à l'heure, ainsi que l'organisateur, représentent vraiment un avenir formidable pour les étudiants comme ça, dans une très belle association. On peut continuer de développer notre université avec beaucoup d'optimisme. Voilà, donc merci à l'université. Parce que je voudrais dire un mot de compliment pour l'ensemble des finalistes. Ça a été, non, je veux dire, franchement, je pense que c'est vraiment très très bon niveau d'éloquence, au niveau d'émotion, de qualité de discours. Je pense vraiment que nous pouvons être. Là, moi, je suis, en tant que président de l'université, très fier de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu. Voilà. Alors, PSL, ça a été dit, il y a quelqu'un. Et là, notre devise, c'est une devise en latin, mais ce n'est rien d'extraordinaire. L'université est une devise en latin. C'est sapere aude. Sapere aude, c'est oser le savoir. Oser le savoir, cette devise était celle que Emmanuel Kant considérait comme étant celle des Lumières. Et je pense que c'est important de rappeler ça. Par exemple, l'université comme le PSL, qui est multidisciplinaire, de la formation, vous le savez, s'adosse à peu près de la recherche qui est en train de se faire, quels que soient les domaines. C'est par les temps qui font quelque chose qui doit nous rendre optimistes et doit nous obliger. Nos étudiants, on a eu des échanges magnifiques là, et puis je pense que les 70 étudiants qui se sont présentés au concours ont eu beaucoup de courage de le faire. Nos étudiants veulent changer le monde et vous voulez changer le monde. Et vous avez raison. Ce que nous vous disons, c'est changer le monde, mais avec les savoirs. J'ajoute, et avec la langue française, et j'ai trouvé absolument magnifique que plusieurs des finalistes aient parlé français alors que c'est une problème langue. J'ai trouvé ça magnifique. J'ai trouvé ça aussi magnifique que parmi les finalistes qui étaient français de langue maternelle, ils inventent des mots. J'ai entendu des mots nouveaux. Et je trouve ça aussi une chose véritablement importante, c'est-à-dire la langue et la liberté par rapport à la langue. Eh bien, là, je vous félicite tous. Je me joins au remerciement du président de l'université parce que nous sommes au vendredi soir et après une longue semaine de travail, on est tous un peu fatigués. Et j'ai retrouvé ce soir beaucoup d'énergie. Et je voulais vous en remercier pour ça. Parce que c'est une récréation intellectuelle. J'y ai pris beaucoup de plaisir.
Et puis, c'était un honneur d'être membre de ce jury. J'étais ravi de faire la connaissance Madame et Messieurs. Et je voulais également féliciter encore très chaleureusement Clotilde Arléry et Sixte, parce qu'ils ont fait un discours l'un et l'autre qui était également remarquable, et je vous demande de les applaudir pour ça. Sans être trop long, parce que vous attendez tous le nom du gagnant ou de la gagnante, c'était normal, mais encore une fois, dans les temps qui courent, comme vous disiez, Madame le Président, ça fait du bien. Et ça fait plaisir de voir une jeunesse, même sous les ordres de la République, dans un arrondissement très privilégié, de rayonner, de faire rayonner la langue française. Et je me permets de leur faire partager une ou deux réflexions rapides ce soir. Je le vois sur votre affiche, engagement et responsabilité. Vous êtes engagés, c'est incontestable, mais ceux que nous avons entendus ce soir sont engagés, ils ont parlé avec le cœur, ils ont parlé avec la tête, et j'ajoute qu'ils ont parlé avec le pied. Le pied est très important, parce que c'est la capacité à faire. Bien parler est une chose, l'éloquence permet de faire rayonner un certain nombre de notre civilisation, de notre culture française si brillante, qui parle également d'ombre et de mystère. Et ce qui compte en ces temps qui courent, et ce qui fait la différence, c'est de faire. Et votre responsabilité sera de précisément faire en sorte que vos idées puissent transformer la vision que nous avons du monde et d'avoir une certaine idée de la France et d'oser se savoir et faire avancer notre société. Camus, puisque Camus a été cité par l'un d'entre vous, disait déjà à sa génération que sa responsabilité n'est pas de la responsabilité de sa génération à l'époque n'était pas de refaire le monde, mais que sa responsabilité était plus forte encore, c'était d'éviter que le monde ne se défasse. Et c'est bien la vôtre aujourd'hui. Et je pense que l'exacte mesure de progrès, me semble-t-il, et je vous laisse le méditer, c'est peut-être le fait de faire la différence entre changer ce qu'il faut et de garder ce qu'il vaut. Et je vous laisse avec une phrase de Jaurès, puisqu'on a parlé de droite et de gauche, et le progrès n'est pas de droite ou de gauche, mais Jaurès, à l'époque où ce courant incarnait quelque chose avec une colonne vertébrale, disait ceci: les progrès de l'humanité se mesurent en concession que la folie des sages fait à la sagesse des fous. Merci encore à toutes et à tous. C'était une très belle édition 2024, un très bon millésime. C'était un plaisir pour le jury, c'est un plaisir pour le public, et le revers de la médaille, c'est que le niveau étant très très haut, il a fallu départager un seul. Et dans cette réflexion sur l'éloquence, il faut toujours rappeler les figures qui inspirent. Et pour ça, j'ai une pensée particulière pour Elvire, parce que c'était la seule femme, qu'il y a moins de femmes qui s'inscrivent au concours d'éloquence, et que, en tant que membre du jury, on s'interroge sur voilà, ces figures qui inspirent et qui vont faire que, au fur et à mesure, Elvire va inspirer un certain nombre d'étudiants qui étaient dans la salle pour se présenter l'année prochaine. Donc, pour finir, l'éloquence, c'est le fond et la forme, et vous avez jonglé avec les deux, et il faut toujours imbriquer fortement les deux. Monsieur le Président de l'Université l'expliquait à l'instant, Sapere Aude nous apprend la philosophie kantienne, qui, évidemment, renvoie à la philosophie des Lumières. Des Lumières, définitivement, ce soir, nous en avons eu. Elles ont pu éclairer notre esprit par leur éloquence. On peut les applaudir. Un grand merci. Benjamin du groupe, parmi
les immortels que nous avons là, il revient à moi, humble orateur, de jouer les saltimbanques, que dis-je, les clowns, que dis-je, les ménestrels de la parole, en faisant un petit commentaire sur chacune et chacun qui s'est présenté à l'instant. Je vais donc vous appeler nommément et vous demander de vous lever, et je me permettrai, si vous me l'autorisez, quelques petites brinades, bien évidemment, avec beaucoup de bienveillance. Simon, levez-vous. Son récit, ainsi comme les contes de Grimm, il était une fois, pour nous dire oui, la terre est notre mère. Je me pose alors la question, si terre est notre mère, avec qui fait-elle la paix? La paix, il n'y en a pas deux, pourtant, dans notre personnage ici, Simon, il y a deux personnes qui résident en lui. Le Simon classique qui s'exprime tout à fait normalement, et un Simon quelque peu bizarre, on peut le dire, aux accents de Gérard Larcher, qui se lève. Bizarre, je dois le dire, voire un peu de Cro-Magnon, Gérard Larcher, où j'avais l'impression de voir ici son esprit raisonner, je veux la côte de bœuf, assaisonner, un peu de vin bordelais, du rouge, s'il vous plaît, oui, du rouge, parce qu'on comprend qu'il risque d'y avoir un petit peu trop de bleu marine. Et j'étais impressionné que Xavier, dans le jury, arrive habilement à concilier à la fois une certaine idée de la France, on a un gaulliste, et Jaurès, quand même, on a un beau macroniste, tous les deux, on peut les applaudir. Moi aussi, et ensemble nous pourrons donc aller en Turquie, oui, découvrir les progrès contre nature, réparer la plus grande injustice, l'injustice capillaire, puisqu'on le voit de beaux CDR ici, pour la personne de Eddie Kessin. CDR, ce sont des cheveux de riches. Et vous en sommes dépourvus malheureusement. Alors, s'il fallait vous résumer en une figure de rhétorique, vous sauriez ce qu'on appelle la rupture cyclotimique. Qu'est-ce que la rupture cyclotimique? C'est très présent dans le stand-up. Ce sont ces ruptures quand vous nous jouez l'homme de Cro-Magnon. Mais la fin de la préhistoire est déjà connue. La fin de ce conte. Avec l'éloquence, Simon a vécu heureux. Et ensemble, ils eurent beaucoup d'enfants. Ils enfantèrent les plus beaux récits. On peut l'applaudir. Vous êtes une paronomase. Qu'est-ce que la paronomase? C'est l'alliance habile entre deux mots qui se ressemblent, s'assemblent, par exemple, est une paronomase. Augustin, j'aime ce côté un peu prophétique. Il dit, admirons l'invisible, fusionnons les âmes et les larmes, unissons les corps et les cœurs. Il y avait un petit côté Macron, comme nous le disent les invites, réarmons la France, allons-y, corps, cœur, on peut y aller. Augustin, j'aime cette Amérique latine, j'aime ce lyrisme, j'aime cette théâtralité, j'aime ce petit côté Che Guevara. Même ça, c'est exceptionnel. Combattons à mort pour construire le ciel. Combattons pour la vie sur terre, pour en faire un paradis non pas céleste, mais terrestre. À mort la pauvreté, à mort l'industrie, à mort Tinder. Oui, à mort Tinder, parce qu'il en a profité pour faire sa promotion en disant je suis célibataire, soignez-moi. Augustine, ce soir, je vous ai dit, pas besoin de chercher le cœur ici, parce que ce soir, vous avez fait, avec l'éloquence, un super match. On peut l'applaudir. Vous êtes une diatypose. La diatypose, c'est une figure de rhétorique remarquable. On retrouve beaucoup chez Zola, Balzac, naturaliste ou réaliste. C'est-à-dire une description tellement minutieuse par les sens et par les détails qui sont donnés qu'on a le sentiment de voir un tableau se dessiner sous nos yeux. Alors vous, c'est assez exceptionnel parce que grâce à vous, je me suis rendu compte que j'étais débile. Oui, vous m'avez rappelé E égale MC carré. Vous avez dit, je cite entre guillemets, c'est simple. Non, pas pour moi. Je dois dire que je n'ai pas compris. Et j'ai pu apprendre grâce à vous. Vous n'avez pas une émission sur M6 présentée par et donc je suis très content. Grâce à vous, j'ai été extirpé du Sénat, du jardin de Luxembourg pour arriver au Liban ou à Hiroshima. J'avoue que c'était quelquefois un petit peu macabre, mais c'est tellement bien fait qu'on a compris que vous étiez chercheur. Et je l'ai imaginé chercher à la lueur de la bougie comme nos invités cantiniens pour écrire un beau discours, en train de chercher le remède contre la dépression ou la régression. Et je me suis dit, pauvre chargé
de thèse qui est ici quand il a avoué qu'il utilisait ChatGPT. Oh là là, Monsieur Fuchs a failli s'évanouir en se disant mon Dieu, plagiat, que vais-je faire? Et j'en suis venu à demander à ChatGPT. ChatGPT, quelle est la définition d'une prise de parole éloquente? ChatGPT m'a répondu, il suffit d'écouter Peter. Merci, on peut l'applaudir. Vous êtes ce qu'on appelle une antonomase. En rhétorique, l'antonomase, c'est-à-dire utiliser un nom propre qu'on utilise comme nom commun. Ça a été fait à plusieurs reprises et c'est assez fabuleux. Et puis, vous allez tirer mon portrait que je montre, plutôt de régir une caricature. Vous avez fait preuve d'une grande délicatesse, que j'ai bien un plus grand nez, et vous avez du flair. Parce que pour réussir à citer Éluard, j'ai adoré, hein, Éluard, j'entends sa voix dans tous les bruits du monde. J'étais si bien près d'elle que j'ai froid après les autres. Les péchos que j'utilisais du Éluard, c'est extraordinaire. Couplé, avec Aya Nakamura, extraordinaire. Et quand j'ai posé ma question sur Pouki, j'ai vu le reste des jurés s'endormir en se disant que raconte-t-il ce jeune garnement? Vous confirmez, voilà. Il y a un moment. Et donc, je vais vous révéler, madame la capitaine, excusez-moi de vous faire cette offense-là, monsieur le président du jury, Pouki, cela veut dire une balance, un capteur. En l'occurrence, il s'agit d'un petit calomniateur, voilà, en somme, quelqu'un qui balance les autres. Et donc, voilà, la diversité des références qui a été mobilisée, c'est incroyable, jusqu'au fameux ferme ta gueule. Je veux dire que prononcer ferme ta gueule au Sénat m'a impressionné. J'ai vu Alain Fuchs faire un début d'AVC. Tenter d'essayer de le réanimer, mais docteur en philosophie ne le permet pas, pardon, excusez-moi. Et j'ai trouvé ça donc littéralement incroyable. Pour conclure, oh Dja, ce sont les paroles d'Aya Nakamura. Ce soir, par votre panache, par votre verve, par votre éloquence, vous avez d'être ça. On peut l'applaudir. Lucas, vous êtes une accumulation. L'accumulation, vous connaissez, on se souvient, c'est évidemment le fait de décrire avec subtilité par une succession de termes généralement que l'on rapporte au même champ grammatical. Lucas, quel bagou, parce qu'on a compris que Bérénice que vous citiez, petit coquin, vous aviez le béguin pour elle, c'est Orion qui vous l'a piqué. Il a raflé la mise. Ce ne sera donc pas votre reine et vous risquez de conserver ce pic au cœur. Désolé, parce qu'il y a une forme de mensonge. Mentionner l'existence du yoga avec les chèvres, pratique inconnue des 3/4 de la salle, pour le coup, cela confirme indubitablement la forte probabilité que vous ayez déjà fait du yoga avec des chèvres. C'est un peu étrange. Et du cœur, vous en avez montré à l'ouvrage du cœur, vous en avez livré avec courage à celui qui sait apprivoiser, comme le disait si bien Saint-Exupéry. Que veut dire apprivoiser? C'est créer du lien, vous l'avez fait. Merci pour ce lien avec nous, avec eux, avec l'éloquence, on peut l'applaudir. Puisque je viens de citer Saint-Exupéry, il n'y aurait pas de meilleure conclusion, de meilleure péroraison qu'à nouveau citer, en l'occurrence Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. En réalité, ce soir, vous avez démontré quelque chose de plus extraordinaire encore. Oui, on voit bien qu'avec le cœur, mais en réalité, l'éloquence ne parle bien qu'avec le cœur. On peut les applaudir. Vous avez entendu l'horloge sonner derrière moi. L'intelligence de la situation quand on prend la parole, c'est de s'adapter au temps qui nous est imparti. On connaît les obligations en matière judiciaire. De moins en moins, nous avons le temps de parler. Il me reste 2 minutes pour vous annoncer les résultats de ce concours. Mais auparavant, je voudrais effectivement dire un mot sur le fait que la prise de parole, c'est d'abord une rencontre. Avec chacun de vous 5, je pense qu'on peut tous le dire dans cette salle, nous avons opéré cette rencontre avec chacun d'entre eux. Une rencontre parce que la parole, et vous l'avez prouvé ce soir, je ne cesse de le répéter, c'est d'abord le fait de se donner à l'autre, de donner à voir qui l'on est,
de donner à voir ce que l'on pense, de donner à voir ce qui nous constitue, de donner à voir la colonne vertébrale que nous sommes, ce que véritablement nous avons en partage, que nous avons à échanger les uns avec les autres. Avec chacun de nous, en l'espace de ces 8 minutes, nous avons tellement appris, vous nous avez tellement donné. C'était le seul mot que je voulais dire en 2 minutes. Merci beaucoup pour avoir osé prendre ces paroles et vous dévoiler. Parole du cœur, débordement du cœur. La prise de parole, on fait des discours dans tous les sens pour savoir quelles sont les figures de rhétorique. La première chose, c'est d'abord un débordement du cœur. D'abord, faire ce flux entre vous et moi. Faire ce flux. Et ça, chacun de vous cinq, vous l'avez fait. Je me tais sur ce point-là. Juste pour vous dire d'abord, il y a 2 prix ce soir, celui du public et celui du jury, mais ce n'est pas l'école des fans, mais on peut quand même souligner pour nous tous qui avons l'habitude de ces concours d'éloquence, que ce soit dans l'éloquence judiciaire, dans l'éloquence universitaire, dans l'éloquence académique, le niveau était particulièrement soutenu. On peut toujours le faire, mais le niveau était quand même très très soutenu. De sorte qu'on peut quand même, c'est pas l'école des fans, mais quand même vous dire un grand merci pour le moment d'éloquence que vous nous avez fait vivre ce soir. Merci à tous les 5. Et c'est toute l'art de l'émulation de la prise de parole, il faut bien qu'il y ait un gagnant. Ça n'écrase pas les autres. Au contraire, c'est un encouragement, toujours oser prendre cette parole qui force notre nature. C'est toujours un stress, on a bien vu avec les 2, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire de l'association, c'est toujours de vaincre sa peur pour oser prendre cette parole. Mais quel soulagement une fois qu'on l'a fait, et quelle grâce que de s'abandonner dans cette, finalement, joie de la parole. Et donc, si j'ai bien compris, d'abord, nous avons donné, Madame la Présidente, le nom du prix du public. Je vous cède la parole. Tout à fait. Alors ce soir, cher public, ce soir, à 28 voix, c'était très serré, contre 27, vous avez élu gagnant Peter Zé. Et le prix du jury, le prix du jury est attribué à Monsieur Peter Kelly. Je suis un peu ému, merci beaucoup, je ne m'attendais pas à ça. Pour être tout à fait honnête, quand je suis venu en France il y a 3 ans, je ne m'attendais pas 3 ans après à être au Sénat et à remporter un double prix dans un concours d'éloquence. Mais c'est la magie de la France. Et pour ça, merci au jury, merci à l'Union PSL. Merci au président de PSL et donc à PSL, parce que si je suis venu en France, c'était au début une bourse de PSL. J'ai toujours, et je dédie cette victoire aux victimes de l'explosion du 4 août au Liban, qui, quand j'ai lu le sujet, direct j'ai pensé à ça. Et j'espère que dans le futur, à chaque fois qu'on fera n'importe quel petit pas, que ce soit dans la science, dans l'histoire, dans l'art, dans n'importe quel domaine, on pourra penser que nos actes auront des conséquences et que j'espère que le futur sera meilleur. Merci beaucoup. Bravo Peter. En fait, je crois que
j'ai quand même bien envie de citer à nouveau Jules Ferry, parce que, qui disait que rayonner sans agir, c'est abdiquer. Toi, en tant que chercheur, je te souhaite, malgré toute l'angoisse que ça peut générer, de garder espoir, de rester éclairé et de rester dans l'action aussi. Je pense qu'on peut applaudir encore très très fort tous les autres finalistes, notamment Elvire qui se passait juste derrière Peter avant cette voix. Je pense qu'on peut applaudir. Je suis très heureuse que vous ayez tous été là ce soir parce que vous méritez